Notez. Grande fête à la Bourse de Paris pour célébrer l'année 85 et ses résultats spectaculaires. Veillée d'armes pour les concurrents du 8e Paris-Dakar, ils partent demain matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'année 85, qui n'a plus longtemps à vivre, se termine encore sur le spectre du terrorisme. Les services français du contre-espionnage viennent d'arrêter à Paris 3 hommes, 2 Portugais et un Égyptien, soupçonnés de préparer un attentat contre la synagogue de la rue Copernic. C'est devant cette synagogue, vous vous en souvenez sans doute, que 4 personnes avaient été tuées par des terroristes en octobre 80. Les 3 suspects ont été arrêtés à leur hôtel. Clément Veillerenal. C'est dimanche soir, en pleine rue, devant leur hôtel, que les 3 terroristes ont été arrêtés. Les 3 hommes, 2 Portugais et un Égyptien, étaient arrivés de Madrid, tous porteurs de faux passeports espagnols. Ils sont arrivés dimanche à midi. Ils étaient combien? 3 personnes. Et alors? Ils sont enregistrés, ils sont partis, c'est-à-dire ils ont donné leur nom, puis ils sont ressortis, et c'est plus tard qu'on a appris par la police qu'ils ne reviendraient pas. Tout. Ils avaient réservé à l'avance? Non. Et ils comptaient rester combien de jours? On a eu une réservation pour 3 nuits. Ils avaient des bagages? Pas beaucoup, non. Plus sac de voyage, c'est tout. La police a perquisitionné? Elle n'a pas perquisitionné dans le sens qu'on peut dire qu'elle a pris leur bagage. Dans les 3 chambres retenues par les terroristes, tout un matériel destiné à la fabrication d'une bombe, acide sulfurique et nitrique, fil électrique et dispositif de mise à feu. Sur l'un des 3 hommes, un ancien marin portugais, les policiers ont trouvé des lettres revendiquant l'attentat qu'ils projetaient de commettre contre la synagogue de la rue Copernic. Les lettres étaient signées d'un mystérieux commando espagnol, Jesus Cristo, appelant les chrétiens à lutter contre les juifs pour la libération des lieux saints. Les 3 hommes ont affirmé avoir été recrutés à Madrid par un Libanais se réclamant d'une organisation palestinienne. Dans moins d'1 heure et demie, l'Europe comptera 2 pays de plus. On passera de 10 à 12 avec l'entrée officielle de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. Une entrée sans cérémonie spectaculaire, certains le regrettent, mais à coup sûr c'est l'événement politique et économique le plus important du tout début de l'année 86. Jean-Marie Belin. Symbole de l'élargissement, les drapeaux portugais et espagnols flottent au vent de Bruxelles, devant le Berlaymont, le bâtiment de la Commission, le cœur de l'Europe. Cet alignement de drapeaux nationaux montre que le chemin est encore long jusqu'à l'Union européenne, moment où un seul drapeau suffira, celui de l'Europe, cercle d'étoiles sur fond bleu. Grâce à ce 3e élargissement en 12 ans, la plus grande démocratie du monde passera de 270 à 320 millions d'habitants qui sont avant tout, au regard de l'actuel marché commun, 320 millions de consommateurs. Cet élargissement provoquera 2 changements. Le centre de gravité de la communauté se déplace vers le sud. C'est un rééquilibrage économique et social entre le nord et le sud du continent. Pour le fonctionnement de la communauté, bien plus complexe à 12 qu'à 10, l'élargissement impose un assouplissement du processus de décision et un renforcement des institutions. L'élargissement imposera forcément une nouvelle dynamique européenne. Les vœux de fin d'année de François Mitterrand aux Français. Le président de la République a tenu un discours nettement plus politique que les années précédentes, en réaffirmant une nouvelle fois d'abord qu'il resterait à son poste après les élections de mars prochain, en défendant également le bilan de l'actuelle législature dont il demande aux Français de conserver les acquis. Croyez-moi, un peuple, pour être grand, doit être solidaire. Eh bien, il faut continuer. Surtout, ne lâchons pas la rampe. Ce sera difficile encore, très difficile, mais nous finirons par gagner. Mes chers compatriotes, des élections législatives auront lieu au mois de mars prochain. Elles seront l'occasion d'un débat normal et sain dans une démocratie. Et vous ferez ce que vous voudrez. Mais je vous demande de préserver ce qui a été conquis sur la justice sociale et sur la crise économique. Je souhaite que rien ne vienne compromettre le redressement qui mobilise toutes nos forces. Quant à moi, garant de l'unité nationale, je serai là pour assurer la continuité de nos institutions et répondre comme il se doit aux volontés de notre peuple.
Suite du feuilleton sur la 5e chaîne, Laurent Fabius a commenté tout à l'heure la décision de son gouvernement de revoir le contrat de concession de cette chaîne. Le Premier ministre rendait visite tout à l'heure à l'équipe de France de football en stage à Font-Romeu. Il a confirmé qu'il ne s'agissait que d'un simple aménagement. Il a ajouté qu'il travaillait déjà sur les projets de la 6e chaîne en attendant la 7e et celles qui suivront, a-t-il dit. Du côté de l'opposition, le député RPR Robert-André Vivien estime que les socialistes ont battu en retraite sur ce dossier de la 5e chaîne. Quant aux professionnels du cinéma, ils disent que M. Filiou a replâtré la façade sans toucher au fond du problème. La CFDT insiste auprès de François Mitterrand pour qu'il fasse adopter avant les élections le projet de loi sur l'aménagement du temps de travail. Edmond Maire a écrit une lettre au président de la République pour lui demander de convoquer dès que possible le Parlement en session extraordinaire. Monsieur Maire dénonce aussi l'attitude du CNPF et du Parti communiste. Il les accuse d'avoir fait du thème de la flexibilité un repoussoir. Ambiance très inhabituelle aujourd'hui à la Bourse de Paris. Pour la dernière séance de l'année, on avait sorti le champagne et les cotillons. Il faut dire que les boursiers ont eu toutes les raisons de se réjouir en 85 et ils estiment que 86 devrait être tout aussi bénéfique. Valérie Chénine. Saint-Sylvestre à la Bourse de Paris, une euphorie à la mesure de la hausse spectaculaire de 85, près de 45%. Un résultat à replacer dans le contexte mondial puisque les autres places européennes, japonaises et même américaines ont fait aussi bien et souvent mieux. La baisse du dollar et des matières premières, la tendance des investisseurs étrangers à diversifier leurs placements au bénéfice des bourses européennes sont pour beaucoup dans cette envolée. À Paris, les effets de la politique de rigueur ont donné confiance, une tendance qui, selon les spécialistes, devrait se confirmer en 86. Les facteurs qui étaient dominants en 1985 demeurent, notamment ce climat général de désinflation. Il reste que pour la France, nous avons l'inconnu que représentent les élections législatives de 1986, de mars 1986, mais beaucoup d'institutionnels qui s'intéressent au marché de Paris considèrent que ce sont les partis de droite qui devraient l'emporter. Par conséquent, la tendance au libéralisme que l'on observe devrait être confirmée. Henri Leray, vous venez de me dire que vous pensiez vous aussi que l'année 86 serait bonne pour la bourse. Quelle conclusion on peut en tirer pour l'économie française et l'économie européenne? Je crois qu'on peut tirer un premier enseignement de ce bilan 85. Le premier, c'est que c'est un peu la fin de l'europessimisme. Vous savez, cette doctrine qui voulait que l'Europe avait son avenir économique et industriel derrière elle. Et je crois que le fait que les investisseurs étrangers, notamment, aient cru bon de devoir investir partout, et pas uniquement en France, il faut bien le dire, sur toutes les bourses européennes, y passer beaucoup d'argent, eh bien, je crois que c'est le renouveau de la confiance. Et je crois que c'est très très important. La désinflation, je crois qu'elle est en bonne route un peu partout, en France aussi, mais surtout aussi chez nos voisins européens. Les taux d'intérêt sont orientés à la baisse. Peu ou prou, la productivité industrielle s'améliore partout. L'investissement industriel s'améliore lui aussi, et la croissance probablement est plutôt sur la pente ascendante, légèrement ascendante certes, mais ascendante. Et puis il y a aussi des effets bénéfiques venus du dollar et de la baisse du dollar en ce moment. Alors écoutez, oui, il y a des effets bénéfiques, bien entendu. On a parlé tout à l'heure de la baisse du dollar, c'est vrai qu'elle a eu un effet très important, dans la mesure où il fallait une remise en ordre du dollar. Je rappelle qu'en février de cette année, eh bien, le dollar valait plus de 10 francs 60 à la Bourse de Paris. Bien, sur les marchés d'échange européens, plus de 10 francs 60, c'était énorme. Nous sommes maintenant à 3 francs en dessous. Je crois que c'est un événement aussi très très important lorsque, à l'automne, le président Reagan, l'administration américaine, a décidé de participer en tout cas à la remise en ordre du marché monétaire et de faire baisser le dollar avec l'aide des grandes banques, des principaux pays industriels. C'est ce qui s'est produit. C'était une baisse qui a été programmée, on peut le dire, qui aujourd'hui n'est peut-être pas terminée, puisque certains annoncent, et je suis un petit peu de cela, je pense que le dollar n'a peut-être pas terminé de sa baisse, en tout cas pendant le premier trimestre 86, il pourra encore tomber. Un dernier mot sur les Français et la bourse, ils achètent de plus en plus d'actions, ils vont continuer à le faire à votre avis en 86? Écoutez, je crois qu'il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que le marché en règle générale anticipe toujours. Alors il anticipe à la hausse ou à la baisse, ça dépend. Et là je crois que le marché a anticipé, je dirais, une certaine idée que l'on se fait à gauche comme à droite,
et je dirais peu importe le résultat des élections de 86, il semble que le train, la locomotive française, soit plutôt sur les rails d'un certain libéralisme, et la Bourse considère que tous les paramètres économiques, ceux dont on parlait tout à l'heure, étant plutôt au clignotant vert, eh bien, il y a de bonnes raisons pour continuer à investir. Je pense qu'effectivement, compte tenu du fait que l'épargne traditionnelle est en baisse, elle, et que les valeurs refuges comme l'immobilier, l'or, ne sont pas très très brillantes, eh bien, il faut investir dans la bourse. Merci Henri. Et puis une autre bonne nouvelle pour les distraits qui tirent parfois des chèques sans provision sans le vouloir, eh bien à partir du 1er février, ils disposeront désormais d'un délai d'1 mois pour remettre leur compte à flot, et plusieurs autres mesures d'assouplissement accompagnent cette décision qui a été annoncée aujourd'hui par le ministère des Finances. En Afrique du Sud, Winnie Mandela, la femme du leader noir de l'ANC, a été libérée sous caution tout à l'heure. La police l'avait arrêtée hier une nouvelle fois parce qu'elle avait enfreint l'interdiction de séjour qui lui avait été notifiée dans le district de Soweto. Francine Raymond. En une semaine, Winnie Mandela aura comparu 2 fois devant ce tribunal. Aujourd'hui, les juges ont accepté de la libérer contre le versement d'une caution, mais l'épouse de Nelson Mandela n'est toujours pas autorisée à rentrer chez elle dans le ghetto noir de Soweto. C'est une décision de justice qui a été prise aujourd'hui. Le décret ministériel qui interdit à Winnie Mandela d'habiter sa maison, lui, tient toujours. La femme du leader anti-apartheid a été arrêtée hier pour avoir violé cette interdiction. Elle sera jugée dans le courant du mois de janvier. Après l'audience, Winnie Mandela, suivie d'un long cortège de voitures, a rendu visite à une parente dans une cité noire voisine. Les habitants noirs de la cité l'ont acclamée au cri de Mama Africa. Reste à savoir maintenant si Winnie Mandela va vouloir à nouveau regagner son domicile de Soweto et risquer une nouvelle arrestation. Et puis le navigateur Patrick Morvan est en difficulté dans une tempête au large de l'Espagne à bord de son catamaran Jet Service. Il a lancé tout à l'heure un signal de détresse en indiquant qu'il avait cassé un flotteur. Un avion de reconnaissance espagnol vient de lui larguer un canot de survie. À quoi ressemblaient les rues de nos villes il y a un siècle et comment en conserver la mémoire? Eh bien, l'UNESCO organise en ce moment sur ce thème une série d'expositions dans le monde entier. À Paris, elles vont être présentées dans une dizaine de stations de métro. Et parmi les objets qu'on y verra, Véronique Bonnet s'est intéressée tout particulièrement aux affiches, car il y en a de très belles et aussi de savoureuses. L'affiche, la réclame, la pub, patchwork insidieux de nos paysages urbains, constitue depuis près d'un siècle, mêlé à l'architecture, la trame d'une culture quotidienne, celle de la rue. Un patrimoine à conserver. L'art graphique publicitaire, époque après époque, reflète ce que nous sommes et a suivi les grands courants artistiques, jusqu'à présent où le phénomène s'inverse, puisque bien souvent, c'est l'art publicitaire qui influence l'art traditionnel. De quoi élargir l'éventail des collectionneurs. Donc les collectionneurs d'affiches anciennes et contemporaines sont à mon avis au niveau de quelques dizaines et sont en général des gens très spécialisés. Alors justement, quels sont les thèmes qui tiennent le haut du pavé? Quels sont les genres les plus recherchés? Les genres les plus recherchés ne sont pas forcément ceux des collectionneurs, parce qu'un collectionneur c'est un maniaque. Donc il peut y avoir un collectionneur d'affiches de pharmacie, d'affiches politiques, mais les thèmes les plus recherchés sont les thèmes les plus attrayants, genre le golf. Quand il apparaît une affiche avec un golfeur, immédiatement tout le monde se précipite parce que les gens qui jouent au golf sont des gens qui généralement appartiennent plutôt à la classe aisée et privilégiée et ils aiment beaucoup décorer leur éventuelle résidence secondaire voire principale d'une affiche de golf. Donc en gros ce sont plus les thèmes qui sont recherchés que les signatures? Non, ce sont l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand on passe à la signature, on passe là à un autre marché qui se rapproche un petit peu de celui de l'estampe ou de l'objet d'art. C'est-à-dire que Lautrec, Mucha, Chéret, Cassandre, par la suite, c'est déjà un marché qui se cote un peu comme celui de l'estampe. Est-ce que vous pensez que l'affichisme sera un jour un art à part entière ou l'est peut-être déjà? C'est une question très difficile. D'abord parce que les beaux-arts aujourd'hui ont largement piqué à la publicité, voir Andy Warhol et ses boîtes de Campbell Soup, et là c'est la publicité ou le packaging qui est allé donner une inspiration aux beaux-arts dits traditionnels. Ensuite, je crois que parler d'art, ça me paraît un concept un petit peu révolu. Il s'agit de création.
En effet, la création n'est pas seulement dans les musées, elle est dans les objets que nous manipulons tous les jours, elle est aussi dans l'art publicitaire que l'on croise trop souvent pour se rendre compte de sa force créative. Elle laissera des traces dans l'histoire de l'art qui nous est contemporain. Pas de réveillon ce soir, ou alors très sobre pour les 527 concurrents du Paris-Dakar, car ils vont prendre le départ demain matin à 7 h. Ils partent de Versailles pour une équipée de 14 000 km, et l'expérience des 7 précédents rallyes a montré qu'un tiers seulement des concurrents franchissent la ligne d'arrivée. Dominique Champeau et Franck Perrault ont feuilleté l'album de souvenirs du Paris-Dakar. Ils ont recensé tous les malheurs, ou presque tous, ceux qui guettent les concurrents. Trois jours avant la fin. 1000 kilomètres encore. Payer moi-même, que je préparais aussi moi-même. Elle allait bien toujours. Mais maintenant, c'est foutu, quoi. Brûlé, fini, out. C'est triste, mais c'est vrai. J'étais encore au classement, hein. Et j'aurais eu la chance pour la finir, ces 3 jours encore, ces 1000 kilomètres. C'est peur avec tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. À finir comme ça, j'aurais pas pensé, hein, à finir comme ça. Voilà, une épave. Ah. On leur souhaite quand même bon voyage. Il est de tradition de vous montrer presque chaque année ceux qui travaillent la nuit de la Saint-Sylvestre, les pompiers, les médecins de garde, les postiers, puis les journalistes bien sûr. Et parmi ces forçats du réveillon figurent aussi les chansonniers qui en ce moment animent les folles nuits des grands cabarets. Animer est bien le terme qui convient quand on suit leur périple, comme vient de le faire Dominique Guyot. Il y a eu des grands moments quand même dans Greenpeace. Est-ce que vous avez remarqué une chose extraordinaire? Ernu et le Pont-Neuf se sont fait impacter dans la même semaine. Ça a été fabuleux. 22h35, Jean Amadou vient de saluer le public du Don Camillo. Prochaine étape, le Georges V. Ernu et le Pont-Neuf se sont fait impacter pratiquement en même temps. Vous voyez, ça a été... 23h20, tout va bien. Amadou est dans les temps, direction le Nova Park. En dehors de ça, moi j'avais déjà vu des trucs. Par exemple, j'avais déjà vu un amiral qui coulait un bateau. J'avais encore jamais vu un bateau qui coulait un amiral. Ça, c'est la première fois de ma vie. Minuit et demi. Amadou quitte le Gotham, la boîte du Nova Park. À 5 minutes près, il a raté Pierre Douglas, qui arrive après une soirée plus que chargée. J'ai fini à 22h20 et je me suis dépêché parce qu'il fallait que je sois à 22h55 au caveau de la République. J'étais à l'heure. Et là, j'ai fait mes 25 minutes de tour. Je leur ai expliqué ce qui allait se passer. Ils sont contents. Et je me suis précipité ensuite rue des Saints-Pères au Don Camillo. Je suis arrivé à l'heure aussi. J'étais prévu à minuit moins 10. Et là, je vais, dans quelques instants, donner la bonne parole à la deuxième partie de la salle du Don Camillo. Ah là, ah non. Là, non. Non, 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 non. Ah bah non. Pour arriver à l'heure, Pierre Douglas a un truc, le vélomoteur. Mais en hiver, le 2 roues est au garage. Et puis, il y a ceux qui improvisent. J'ai été bloqué un soir de la Saint-Sylvestre sur les quais.
Et puis j'ai regardé ma montre et l'heure avançait terriblement, il n'y avait plus moyen de bouger. J'ai laissé ma voiture sur place, puis j'ai arrêté un motocycliste. Et puis on a traversé Paris comme des fous, sur les trottoirs, des escaliers. On s'est fait arrêter par une dizaine d'agents de police sur le parcours. Et on est arrivé ici, avec une demi-heure de retard, mais enfin on y est quand même arrivé. Et oui, Jean Vallée est arrivé à temps, et il y a eu en plus ce soir-là un motard qui a vu le spectacle à l'œil. Jusqu'à Paris. Il n'y a pas que les chansonniers à courir le pavé parisien pour la dernière nuit de l'année. Il y a aussi les cuisiniers des cabarets qui livrent une caisse de homard par-ci, un peu de foie gras par-là. 125 kilos de foie gras, 725 kilos de homard, et puis 1350 couverts environ. Ainsi, au milieu de la foule et sous les lampions de la Saint-Sylvestre, imitateurs, chanteurs, chansonniers, cuisiniers courent aux quatre coins de Paris. Mais rassurez-vous, ils se débrouillent toujours, quoi qu'il arrive, et par tous les moyens, pour être à leur rendez-vous. Pardon mon père, vous descendez? Si je descends, bien sûr, je vais dire ma dernière messe. Au revoir. Être pape, être avec les papes, être parmi les papes. Des papes, oui, mais... Pardon, non. Des pronostics maintenant, et bien sûr des pronostics de Monsieur Courtine pour le quartet de demain qui se disputera à Vincennes dans le prix du Croisé-la-Roche. Il a choisi, vous le voyez, le numéro 6, Hors du Loir, qui est son joker, à ne pas oublier dans votre combinaison. Ensuite, le 11, Olaf Tourterelle, le 14, Overgrey, le 4, Onica GD, le 13, Ouragan du Comtal, le 5, Orcello, et le 3, Ormancourt, 6, 11, 14, 4, 13, 5 et 3, ce sont les pronostics de Monsieur Courtine pour demain. Et puis un coup de chapeau pour finir, un coup de chapeau à nos confrères du Républicain Lorrain à Metz qui ont sorti aujourd'hui, en plus de leur quotidien, un cahier spécial de 96 pages, un journal à l'anglo-saxonne, avec un sondage en particulier où les Français élisent Platini numéro 1 du sport français pour les 5 dernières années. À dire vrai, ce n'est pas tout à fait une surprise, mais les Français lui voient également un destin de ministre des Sports. L'avenir dira. Le temps pour demain, pour terminer tout à fait, eh bien une nouvelle perturbation abordera le pays par l'ouest. Elle se déplacera rapidement jusqu'aux Flandres, jusqu'au Lyonnais et au Languedoc, en donnant de la pluie et de la neige. L'après-midi, le temps se radoucira sur toute la moitié ouest. Les températures maximales seront positives sur la plus grande partie de la France, sauf dans le nord-est, où il gèlera toute la journée. Voilà, je vous précise encore que demain soir, pour le premier journal de l'année 86, je vous retrouverai à 22h15. Et puis la tâche qui me revient maintenant est des plus agréables, puisqu'il s'agit de vous souhaiter à tous une très bonne année 86, au nom de la rédaction et de toute l'équipe de Soir 3. Nous espérons tous vous retrouver fidèles à nos rendez-vous, et nous souhaitons aussi peut-être ne vous annoncer l'année prochaine que de bonnes nouvelles. Commençons par celle-ci, elle concerne la soirée maintenant. Nous allons terminer l'année en gaieté sur FR3, puisque nous la finissons en compagnie de Fernand Reynaud et de Fred Astaire, de joyeux compagnons. Avant cela, je vous rappelle d'abord les principales informations de ce 31 décembre. Très bonne fin de soirée, bon réveillon et à demain. 3 hommes soupçonnés de préparer un attentat contre la synagogue de la rue Copernic arrêtés à Paris. À minuit, l'Europe passera de 10 à 12 avec l'entrée officielle de l'Espagne et du Portugal. La Bourse de Paris a fêté les bons résultats de 85, près de 45% de hausse en 12 mois. Pas de réveillon pour les concurrents du Paris-Dakar, ils partent demain matin à 7 h.